traitement chirurgical du cancer de la prostate consiste en l'ablation de la totalité de la prostate et des vésicules séminales qui sont des glandes situées juste à côté. On n'a pas d'alternative à l'ablation de la totalité de cette glande pour des raisons carcinologiques. C'est-à-dire que pour être sûr de traiter la totalité du cancer, on est obligé d'enlever toute la glande, le cancer de prostate pouvant parfois être situé dans plusieurs endroits de la glande. Dans quel cas un traitement chirurgical du cancer de la prostate est indiqué? Un traitement chirurgical est indiqué lorsque le cancer est localisé à la glande, qu'il n'est pas situé en dehors au niveau des os ou d'autres métastases par exemple. Il faut faire différents examens en amont pour s'assurer que la lésion puisse bien être retirée en totalité, notamment par une IRM. Il faut aussi avoir des caractéristiques sur les biopsies pour être sûr que le cancer ait une agressivité suffisante qui justifie le traitement chirurgical. Il faut également que le grade ne soit pas trop élevé, auquel cas parfois d'autres traitements peuvent être recommandés. Dans la majeure partie des cas, les patients arrivent le jour même de l'intervention. L'intervention dure en gros une demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi. Ensuite, ils sont surveillés en salle de réveil post-opératoire et passent dans la majeure partie des cas une seule nuit à l'hôpital. On leur fait une prise de sang le lendemain et ils sortent dans la majeure partie des cas le lendemain de l'intervention avec une sonde urinaire, c'est-à-dire un tuyau qui passe par le canal urinaire pour drainer les urines. Cette sonde urinaire est gardée une semaine pour bien sécuriser la couture qui est faite entre la vessie et l'urètre, puisque la prostate était située entre les deux. Cette sonde est retirée à la maison par une infirmière libérale. À long terme, chez tous les patients, on a l'absence d'éjaculation puisque la prostate fabrique le sperme et au cours de l'intervention, cette glande est retirée en totalité. Deuxièmement, ce qui arrive très fréquemment, ce sont des troubles de l'érection qui dépendent notamment des érections qui étaient présentes chez le patient avant l'intervention et de la possibilité de garder ou non les nerfs des érections pendant l'intervention. Il faut savoir que ces érections peuvent récupérer très progressivement, souvent avec l'aide de médicaments, mais il peut y avoir des pertes définitives de l'érection chez un certain nombre de patients. En cas de persistance de troubles de l'érection, il existe des traitements adaptés. Ces traitements, en première intention, consistent en des médicaments à prendre par la bouche. Parfois, ces médicaments ne sont pas efficaces et on peut proposer des traitements qui ont une efficacité chez la majeure partie des patients, qui consistent en une injection de médicaments directement au niveau des corps caverneux. C'est un traitement qui nécessite un petit apprentissage en hôpital de jour avec l'urologue, mais qui est bien accepté chez la majeure partie des patients. Enfin, on a un impact potentiel sur la continence urinaire. On peut avoir des fuites d'urine après l'intervention. Ces fuites ne sont pas présentes chez la plupart des patients, mais peuvent parfois être présentes de manière transitoire. Pour améliorer la récupération, certains patients peuvent faire des séances de rééducation avec un kinésithérapeute. Il faut savoir que des fuites urinaires présentes sur le long terme sont finalement relativement rares chez les patients, environ 5% des cas. Dans la majeure partie des cas, l'ablation de la prostate est le seul traitement nécessaire pour guérir du cancer de la prostate. Dans certains cas, en fonction des caractéristiques de la pièce opératoire qui va être analysée en laboratoire, si on pense que la maladie est persistante ou a un risque important de revenir, on peut proposer un traitement complémentaire. Ce traitement complémentaire est généralement débuté 3 à 6 mois après l'intervention. Il peut consister en de la radiothérapie ou un traitement par radio-hormonothérapie, c'est-à-dire qu'on associe la radiothérapie à un traitement par injection qui va avoir pour objectif de faire baisser la testostérone dans le sang. Le suivi après l'ablation de la prostate est relativement simple en ce qui concerne la maladie cancéreuse. Il suffit simplement de doser le PSA après l'intervention. Ce PSA étant fabriqué uniquement par la prostate, c'est ce dosage qui permettra de voir s'il y a une récidive ou non de la maladie. Les avantages du robot pour l'ablation de la prostate sont multiples. D'une part, ils permettent de diminuer l'incision sur l'abdomen du patient, donc d'avoir moins de douleur en post-opératoire.
Deuxièmement, la technologie de ce robot permet d'avoir une vision en 3D à l'intérieur du patient, permettant de préserver les structures anatomiques importantes pour les résultats post-opératoires, notamment les érections et la continence. Une intervention avec le robot permet donc d'avoir des meilleurs résultats sur la continence avec un retour plus rapide sans fuite urinaire et une meilleure conservation des nerfs des érections autour de la prostate. Un cancer de la prostate se diagnostique par des biopsies. Ces biopsies sont indiquées quand on suspecte un cancer sur deux éléments principaux. D'une part, une augmentation du PSA, qui est un dosage sanguin qu'on propose aux hommes dans le cadre d'un dépistage à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans. Et d'autre part, sur une anomalie au toucher rectal qui peut être fait par le médecin généraliste ou par l'urologue dans différentes situations. Si on suspecte un cancer de prostate par une anomalie du PSA ou du toucher rectal, des examens complémentaires sont souvent indiqués, notamment une IRM de la prostate, et cela peut conduire à la réalisation de biopsies de prostate. Les biopsies de la prostate sont réalisées dans la majeure partie des cas sous anesthésie locale, avec une échographie, et on réalise un échantillonnage de l'ensemble de la glande de la prostate, avec en plus des biopsies ciblées sur les zones suspectes au niveau de l'IRM. Le dépistage du cancer de la prostate est un dépistage qu'on appelle individuel, c'est-à-dire qu'il est proposé aux patients en expliquant l'intérêt de celui-ci. L'intérêt est de détecter un cancer suffisamment tôt pour qu'il puisse être traité et éviter de diagnostiquer un cancer à un stade trop avancé qui ne serait plus traitable. Concrètement pour les patients, cela consiste à réaliser une prise de sang, en général plutôt proposée de manière annuelle. On appelle cette prise de sang le PSA. Et cette prise de sang est souvent complétée par un examen régulier de la prostate qui consiste en un toucher rectal. Ce toucher rectal peut être réalisé par le médecin traitant, mais plus généralement par les urologues. Les hommes concernés par le dépistage sont les patients de 50 ans à 75 ans. Au-delà, on estime qu'on n'a pas forcément d'intérêt à dépister un cancer de prostate qui, dans la majeure partie des cas, a une évolution très lente. On peut parfois proposer le dépistage plus tôt que 50 ans si on a des critères, des facteurs de risque de cancer de la prostate, notamment en cas d'antécédent de cancer de prostate chez le père ou chez un oncle, des frères par exemple, ou en cas d'origine antillaise. Le cancer de prostate, lorsqu'il est localisé, a un pronostic qui est excellent, avec des taux de guérison à 10 ans qui s'approchent des 100%. Les modalités de traitement peuvent être différentes. On peut proposer parfois de la chirurgie, parfois de la radiothérapie, mais le taux de guérison à long terme est proche des 100%.